professeur Fauché est professeur des universités, praticien hospitalier dans l'UMR 1094 Épimacté à l'université de Limoges. Il est chef du service de maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Limoges. Et en fait, ses centres d'intérêt sont la parasitologie clinique, l'antibiothérapie en Afrique de l'Ouest, les zoonoses et les infections à pneumocoque. Et son intervention portera sur fièvre Q et grossesse. Ok, très bien. Merci. Écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à cette séance de l'Académie vétérinaire de France. Christophe, merci beaucoup pour tous les contacts qu'on a eus pour préparer cette rencontre. Oui, c'est un grand honneur pour moi. Je m'intéresse depuis moins longtemps que Simon à la fièvre Q. Pour des raisons très simples. Alors moi, je suis dans mon domaine d'infectiologie humaine. Je suis surtout branché sur la parasitoclinique. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé sur le palu. Et puis, bon, je suis limousin. Je suis revenu dans ma région d'origine depuis 7 ans, mais j'ai travaillé aussi en Franche-Comté. Donc, je me suis intéressé aux zoonoses. Et il s'avère qu'en Franche-Comté, il y avait pas mal de leptospirose, mais très, 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 très rarement des fièvres Q humaines. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en Limousin, c'est vraiment l'inverse. Alors, on cherche, à chaque fois qu'on a des fièvres inexpliquées, surtout estivales, ça dépend de l'épidémiologie des infections qu'on recherche. Et puis, on se rend compte qu'il y a de la diversité dans l'épidémiologie, qu'on ne comprend pas toujours dans tous ces déterminants. Alors, pour commencer cet exposé, qui est un exposé assez peu académique, et vous verrez, alors, il n'y aura pas beaucoup d'iconographie, c'est assez austère sur la forme. Je me suis surtout attaché à essayer d'y voir clair sur un sujet où il y a énormément de questions et finalement très très peu de réponses en médecine humaine. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire d'expérience d'inoculation de coccielle chez des êtres humains comme on se fait chez des animaux, et on n'a pas d'informations expérimentales, donc on se fonde sur des données d'observation qui sont forcément plus difficiles à interpréter en termes de preuves, de niveau de preuve. Alors, une observation en guise d'introduction, et puis de toute façon, c'est ce qui gouverne en médecine. C'est à partir du moment où on observe des situations embarrassantes et qui se terminent mal, qu'on commence à se poser des questions sur la manière d'éviter que ça recommence. Donc, c'est une histoire d'un cas marseillais, une infirmière de 26 ans qui, à 8 semaines de grossesse, fait une fièvre Q aiguë, elle a de la fièvre, une toux. On évoque entre autres ce diagnostic, on le confirme par la sérologie, après avoir écarté des diagnostics différentiels, et elle va mieux. On utilise le cotrimoxazole parce qu'on ne peut pas utiliser des cyclines pendant la grossesse, et puis tout a l'air de très bien se passer. Seulement, voilà, à 24 semaines, et bien là, il y a une fausse couche. Il y a une fausse couche, et elle a un profil sérologique d'infection persistante. Et donc, on se retrouve, je dirais, coupable peut-être de ne pas avoir traité suffisamment longtemps à la phase aiguë au moment où elle avait de la fièvre, et on n'a pas anticipé qu'on pouvait avoir ce type d'évolution, pas pour la mère, mais pour le coup, pour l'enfant. Et ce qu'on découvre sur le placenta, c'est de nombreux foyers de nécrose. La Coxiella burnetii est identifiée par des techniques d'immunomarquage en immunofluorescence, ce qui correspond à une identification et pas à un isolement. Et si on va plus loin, dans le fœtus, on arrive aussi à identifier en immunofluorescence la présence de Coxiella dans la rate et le rein. Et là, on arrive pour le coup à isoler. On a parlé tout à l'heure des difficultés à isoler la bactérie à partir de prélèvements biologiques. Eh bien, dans le placenta, d'une part, et dans le rein du fœtus. Et à ce stade-là, donc, la mère est traitée par doxycycline, puisqu'elle a ce passé déjà d'infection de la fièvre Q pendant sa grossesse, et puis elle a une infection persistante sur son profil sérologique. Et le clou d'histoire, mais c'est une histoire qui n'est pas très détaillée, c'est juste une lettre dans la littérature. L'obstétricien, au décours de l'accouchement, fait une pneumopathie de la fièvre Q, donc il aurait été contaminé au moment de l'accouchement.
Alors cette observation, elle pose certes, comme on l'a dit dans l'introduction de la réunion, elle pose des questions sur les conséquences de la fièvre Q sur la grossesse, mais aussi des conséquences de la grossesse sur la fièvre Q, puisqu'on voit bien que cette femme enceinte qui a fait une fièvre Q aiguë, elle évolue vers un profil d'infection de la fièvre Q persistante. Et puis aussi, elle pose des questions sur la manière dont on pourrait éviter ce genre de situation, les prévenir. Alors ça, c'est le plan de ce cours, encore une fois sur la forme, qui est un petit peu austère. Alors, on va parler d'abord des questions de séroprévalence. Pourquoi ? Parce que on sait que la fièvre Q, l'infection est souvent inapparente, elle est souvent asymptomatique. Et on s'est intéressé à regarder les interactions qu'il pouvait y avoir entre la présence des anticorps et les issues de grossesse, à la lumière de ce dont on vient parler. Alors, ce sont des études rétrospectives qui ont été faites pour comparer des séroprévalences à partir de cohortes de femmes enceintes chez des femmes qui ont eu des issues défavorables de grossesse versus des femmes qui ont eu des grossesses normales. Alors, le postulat, c'est de se dire que si une partie des issues défavorables de grossesse est vraiment imputable à la fièvre Q, on s'attend à avoir des séroprévalences de la fièvre Q, mais on peut avoir des réserves là-dessus, on y reviendra à la fin de cette partie du cours, des séroprévalences de sérologie de la fièvre Q positive, plus importantes chez les femmes qui ont eu des issues défavorables de grossesse que chez les femmes qui ont eu des grossesses normales. Alors, la séroprévalence, elle est fonction de l'exposition. Alors, ça a été dit dès le premier exposé. Donc, c'est le contact avec le cheptel hein, qui est le déterminant principal de l'exposition et donc de la détection, de la fréquence de la détection des anticorps dans les populations. Ici, donc, c'est une étude qui a été faite dans l'ouest de la France et qui montre bien que si on teste dans une région donnée des personnes qui sont très exposées au cheptel, on va avoir des séroprévalences incomparablement plus élevées chez des personnes qui sont vétérinaires ou éleveurs par rapport à la population générale. Mais en biologie, il n'y a pas de loi du tout ou rien. Et on peut avoir la surprise de voir des fièvres Q ou des sérologies positives chez des gens qui apparemment n'ont pas de contact, pas particulièrement de contact à la nature, et inversement des personnes qui sont hyper exposées et qui n'ont pas de réponse en anticorps. Voilà. Alors ces études, elles sont multiples. Ici, vous avez des études que j'ai repris ça d'une revue de la littérature qui est relativement récente, avec des études principalement qui ont été faites en Europe de l'Ouest, mais il y a une étude du Canada et puis une étude de la Turquie plus proche. Alors vous voyez qu'une des premières difficultés dans ces études de séroprévalence, c'est qu'on a des niveaux de séroprévalence qui sont extrêmement variables hein, selon les zones géographiques, hein, puisque vous savez, dans la région PACA, hein, vous êtes à 0,15%. En Turquie, beaucoup plus élevé, décidément. Et puis, vous avez des effectifs aussi qui sont extrêmement variables et qui vont avoir un rôle important sur, je dirais, la puissance des résultats. Mais la plupart des études montrent une séroprévalence peut-être un petit peu plus élevée chez les femmes qui vont avoir des issues défavorables de grossesse, mais sans qu'il y ait de différence significative statistiquement, sauf dans l'étude qui avait été faite au Canada. Alors, je vous montre aussi un autre élément qui complique l'interprétation de cette littérature, indépendamment de la disparité dans le niveau de séroprévalence et dans les effectifs. Eh bien, c'est que ce qui peut sortir comme issue défavorable de grossesse est variable selon les études. Hein. Ici, dans ce travail, eh bien, vous voyez que ce sont les grossesses ectopiques qui paraissent plus importantes chez les femmes qui sont séropositives versus les femmes qui sont séronégatives. Ici, dans cette étude qui a été faite au Canada, dans une population avec une séroprévalence qui est inférieure à 5%, mais qui est quand même plus élevée que celle de l'étude juste antérieure, eh bien, vous avez chez des femmes qui sont séropositives en anticorps de la phase 1, davantage de risques de décès néonatal, hein,
comme ce qu'on a vu dans l'observation initiale et introductive à cet exposé. Donc ça, c'est une autre difficulté, je dirais, d'interprétation de cette littérature sur les interactions entre la séroprévalence et les issues de grossesse. Et plus récemment, une étude à La Réunion, alors là, dans une population où la séroprévalence est nettement plus élevée, vous voyez, on est quand même entre 15 et 20% de séroprévalence, chez un nombre de femmes qui est non négligeable. Eh bien, il n'y a pas aucun lien statistique entre la séroprévalence et l'issue de grossesse, hein, puisque vous voyez que la séroprévalence est même un tout petit peu plus élevée, même si il n'y a pas de différence, bien qu'il n'y ait pas de différence significative, un peu plus élevée chez les femmes qui vont avoir une grossesse normale en comparaison des femmes qui ont des issues défavorables de grossesse. Alors, les issues défavorables de grossesse, hein, ça peut être les prématurités, les fausses couches, tout ce qui peut, les décès néonataux, hein, tout ce qui va interférer, tout ce qui s'oppose au déroulement d'une grossesse normale. Voilà, et donc pour finir, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que voilà, c'est déjà la partie la plus longue de l'exposé. Les méthodes utilisées pour décréter qu'une femme est séropositive versus séronégative, elles divergent en fonction des études, en fonction des périodes aussi où elles ont été faites. Hein. Et puis, l'autre, puisqu'il peut y avoir 25 ans d'écart, hein, entre les premières études et les plus récentes. Et puis, l'autre élément aussi, c'est quand est-ce qu'on teste. Est-ce qu'on a prélevé, est-ce que c'est du sang de cordon au moment de l'accouchement? Est-ce que c'est un screening au milieu de la grossesse ou à la fin du premier trimestre? Et tout ça, c'est extrêmement variable. Donc, on se retrouve devant une littérature qui est difficile à interpréter, pas de reproductibilité des résultats, dans des contextes épidémiologiques qui sont variés, avec des méthodes variées de prélèvement, des méthodes variées d'interprétation sérologique et des définitions variées d'une séropositivité, en sachant que cette approche, de toute façon, intrinsèquement, elle a ses limites, puisqu'il y a des facteurs de confusion possibles. Si on se rend compte qu'il y a davantage d'issues défavorables de grossesse dans un pays donné, chez des femmes qui ont une sérologie positive, ça peut être pour des raisons totalement indépendantes de la fièvre Q elle-même. Ça peut être parce que ce sont des femmes qui travaillent en milieu rural, qui ont la vie plus dure et qui donc vont avoir plus d'issues défavorables de grossesse pour des raisons complètement indépendantes de causes purement infectieuses. Donc et donc il n'y a pas, la notion de causalité ne peut pas être déterminée à partir de ce type d'approche. Voilà. Alors l'autre point, hein, c'est donc maintenant de regarder, puisqu'on a vu une observation, manifestement il s'était passé quelque chose, hein, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre la fièvre Q et les issues de grossesse. Qu'est-ce qu'on a décrit d'avéré? Eh bien, dans des cas de fièvre Q symptomatique pendant la grossesse, et là c'est sans doute plus facile de savoir quand une femme enceinte est malade que de savoir quand une chèvre et une vache est un peu plus malade que d'habitude. Hein. Et là, donc, on sait, bon, l'infirmière dont on a parlé au début, en introduction, elle n'a jamais été en danger. Hein. Elle a eu de la fièvre, on lui a diagnostiqué sa pneumopathie, elle n'a jamais été en réanimation, on lui a prescrit des antibiotiques, et elle n'a jamais été en danger. Donc, dans des tableaux fébriles suivis par des morts fétales. Donc, dans ces cas-là, on a des observations, des séries qui ne sont pas considérables, ce qui laisse à penser que ça n'arrive pas souvent et qui sont associées à des placentites. On y reviendra dans la diapositive suivante, hein, avec ici une revue de la littérature qui avait été faite en 1995, où ils avaient colligé 22 observations, hein, ce n'est pas des séries qui sont faramineuses, avec seulement 2 naissances d'enfants viables. Donc, c'est un pronostic qui est quand même relativement sévère pour l'issue de grossesse. Et puis, sur 12 placentas qui avaient été étudiés pour l'infection, il y en a 10 sur les 12 qui en avaient trouvé des signes d'infection. À côté de ces tableaux de mort fétale, il y a eu aussi des hématomes rétroplacentaires qui ont été attribués aussi à la fièvre Q. Et on en vient à cette notion de placentite. Et là, donc, c'est l'analogie entre ce qu'on observe dans l'espèce humaine et chez les ruminants, avec une affinité de la coxielle pour les trophoblastes
et pour donc le placenta en étant en mesure de déclencher des réactions inflammatoires qui vont altérer la vascularisation du placenta, provoquer des phénomènes de nécrose. A contrario, les infections fœtales sont vraiment au second plan et à cet égard, l'observation introductive est sans doute quelque chose d'un peu marginal, hein, puisqu'il n'y a pas de fièvre Q congénitale, il n'y a pas tant que ça de passage de la coxielle chez le fœtus. C'est surtout le placenta qui souffre avec évidemment ces risques de mort fœtale ou d'hématome rétroplacentaire. Et puis à côté de ça, vous avez des observations sporadiques de malformations voilà, qui ont été décrites, mais ça sont des observations sporadiques d'hypospadias, d'agénésie rénale, d'hydronéphreuse congénitale, syndactylie, hypoplasie des surrénales, et évidemment, aucune de ces malformations n'est spécifique de la fièvre Q, donc à prendre avec beaucoup de prudence. Alors, à côté de ça, hein, on a des informations sur le risque d'évolution défavorable de grossesse chez des femmes chez qui on a détecté la présence d'anticorps, mais qui n'étaient pas malades pendant leur grossesse. Et là, eh bien, on a des choses variables. Quand on regarde la littérature marseillaise et qu'on reprend à partir de leur grande série de 53 cas, mais dont seulement 12 étaient des cas survenus pendant le 2e et 3e trimestre et n'avaient pas été traités, eh bien, on a une majorité dans ces 12 observations d'issues défavorables de grossesse. Quand on regarde quelque chose de comparable aux Pays-Bas, où ils avaient fait un test des dépistages de sérologie chez des femmes enceintes à partir de 20 semaines d'aménorrhée, donc j'ai pris la même fenêtre chronologique pendant la grossesse pour être le plus comparable possible à la littérature de Marseille. Eh bien, chez ces femmes qui ont une sérologie positive et qui ne sont pas traitées, il y en a 10% qui ont une issue défavorable de grossesse. Donc, on n'est plus du tout. Donc là, on a des informations qui sont discordantes, puisque dans le premier cas, on va dire que le risque il est majeur, et dans le second cas, eh bien, on va se rapprocher du risque du bruit de fond de la population. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, si on veut résumer, en tout cas, ce serait moi la manière dont je le ferai, les conséquences de la fièvre Q sur les issues de grossesse. Eh bien, on a des observations sporadiques d'issues défavorables de grossesse lors de fièvre Q symptomatique. Ça paraît tout à fait indiscutable. Et à contrario, eh bien, chez des femmes qui sont asymptomatiques et qui n'ont qu'une sérologie positive, eh bien, des taux variables d'issues défavorables de grossesse selon les études. Et là, c'est beaucoup plus difficile de savoir quoi en penser. Alors après, si on renverse la question, les conséquences de la grossesse sur le déroulement de la fièvre Q, bon, je vais passer assez vite, parce que là, on a assez peu de données globalement, mais les données sont relativement concordantes, puisque quand les Néerlandais ont comparé les facteurs de risque associés à des fièvres Q aiguës ou à des fièvres Q persistantes au moment où ils ont eu des épidémies de fièvre Q dans des populations non immunes au contact d'élevage caprin, eh bien, ils se sont rendus compte que la grossesse sortait quand même statistiquement comme un facteur de risque en analyse univariée pour une fièvre Q persistante. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont observé. Et à Marseille, eh bien, on a des choses assez équivalentes, puisque on va dire qu'on a une surreprésentation dans un premier travail des femmes enceintes dans une série de fièvre Q persistante, puisque 20 sur 313, ça fait beaucoup, c'est beaucoup plus que représente la proportion des femmes enceintes dans une population générale. Et chez des femmes qui ont un profil sérologique de fièvre Q persistance, dans un autre travail, eh bien, il y en a finalement, ces femmes représentent la majorité des femmes chez qui ils avaient identifié des fièvres Q pendant la grossesse. Donc, il y a sans qu'on ait d'explication beaucoup plus précise, mais l'hypothèse, ça serait que la grossesse est une condition physiologique qui favorise la
la persistance de la fièvre Q. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il faut donc traiter les sérologies positives, puisque on le voit tout de suite, il n'est pas question de ne pas traiter les fièvres Q symptomatiques, qu'elles soient aiguës ou persistantes, ça ne se discute pas. Pour les fièvres Q aiguës symptomatiques, si on se réfère aux recommandations du Haut Comité de santé publique, on doit les traiter pendant au moins 5 semaines. Bon, ça, ce sont vraiment des avis d'experts. Et si on fait un traitement prolongé pratiquement jusqu'à la fin de la grossesse, on peut le faire, mais il y a un très faible niveau de preuve pour aller jusque-là dans la durée du traitement antibiotique. Et pour traiter les fièvres Q persistantes, on fait comme on peut. Vous savez que quand le traitement de référence de la fièvre Q chez l'homme, on va dire que c'est la doxycycline. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes. Et en alternative, on a le cotrimoxazole et on a les macrolides. Donc, ça, ce serait au cas par cas. Bon, heureusement, les endocardites de la fièvre Q chez les femmes enceintes, on n'en diagnostique pas tous les jours. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire si on trouvait chez une femme enceinte qui est asymptomatique une sérologie positive. Et là, quand on regarde la littérature, et là, on a essentiellement toujours ces données de Marseille et des Pays-Bas en comparaison, eh bien, vous avez une appréciation vraiment variable de l'efficacité du traitement sur les issues de grossesse. Puisque à Marseille, ils ont publié que quand ils n'avaient pas prescrit du cotrimoxazole, ils avaient dans la majorité des cas et très largement des issues défavorables de grossesse, alors que quand ils n'avaient pas, les femmes qui étaient séropositives et qui n'avaient pas reçu le cotrimoxazole, vous avez quand même une réduction importante des issues défavorables de grossesse, de 81% à 43%. Les Pays-Bas, eh bien, aussi, ils ont ou pas traité leur sérologie positive quand ils en ont dépisté. Et en fait, ils ont le même taux d'issues défavorables de grossesse. Ils ont même s'il n'y a pas de différence significative, mais ils ont un tout petit peu plus d'issues défavorables de grossesse chez les femmes qu'ils ont traitées par cotrimoxazole que chez les femmes qui n'ont pas traité par cotrimoxazole. Donc vous voyez là aussi des données très discordantes qui ne permettent pas du tout de se faire une idée sur ce qu'il faudrait faire absolument dans ces situations. Et donc, on en vient à cette question du dépistage, qui est liée en partie à ce dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on estime être le risque d'avoir attribué à une sérologie positive de la fièvre Q chez une femme enceinte qui est asymptomatique, et l'utilité de la traiter dans ce cas. Alors, quand on regarde là aussi la littérature de Marseille, donc ça a été publié en 2014, et je connais bien le premier auteur, eh bien, c'était une méta-analyse. Donc, ils ont repris leurs données, ils les ont colligées avec d'autres données. C'est beaucoup de la méthodologie, les méta-analyses, puisque c'est pas un travail dans lequel on va produire en soi de la donnée, mais on va en reproduire à partir de données colligées. Et la méthodologie est cruciale. Et ce papier s'est fait un petit peu épingler, il faut le dire, par des biostatisticiens sur ces aspects méthodologiques. Le message du papier de Marseille, c'était qu'on pouvait, compte tenu, selon eux, du risque non négligeable de mort fétale ou de malformation associée à une infection par l'agent de la fièvre Q pendant la grossesse, faire du dépistage en zone d'endémie, sans qu'il y ait de précision sur la définition d'une zone endémique pour la fièvre Q, parce qu'il y a quand même quelque chose de très flou. Alors, les Néerlandais, ils ont essayé d'avancer sur ce sujet, et ils ont tenté une étude méthodologiquement audacieuse où ils ont randomisé, soit on dépiste et on traite si la sérologie est positive, soit on ne dépiste pas. Et donc, mais on recueille les prélèvements à une date donnée de la grossesse, et puis rétrospectivement, quand la grossesse aura été menée à son terme,
eh ben, on pourra faire une comparaison entre des femmes qui ont été dépistées et traitées et des femmes qui, elles, n'auront pas été dépistées. Alors, le problème, hein, là, il est souligné là, c'est que, et qui interfère énormément sur les, je dirais, les conclusions de l'étude, la manière dont on peut généraliser les résultats. 80% des femmes ont refusé de participer à cette étude. Voilà, donc, moi, j'aurais pas voulu d'ailleurs être le médecin qui essaye d'obtenir un consentement éclairé, parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à expliquer à une femme enceinte qui est légitimement relativement angoissée quand même. Je dirais, elle est enceinte, elle a envie que ça se termine bien, et si on commence à lui parler de choses qui sont difficiles à comprendre, c'est un sujet qui est difficile. En tout cas, il est sorti quand même des résultats de ces travaux. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus d'issues défavorables de grossesse chez les femmes pas de différence significative d'issues défavorables de grossesse chez les femmes séronégatives, 13% versus 12% chez les femmes séropositives. Donc voilà, c'était là un argument qui laissait à penser en tout cas que dans cette population, il n'y avait pas un impact énorme de l'infection par la fièvre Q sur les issues défavorables de grossesse. Et on l'a vu, c'est aussi la population où on n'a pas démontré que quand on prescrivait du cotrimoxazole, eh bien on réduisait le risque d'issues défavorables de grossesse. Et on en arrive aux recommandations du Haut Comité de santé publique, hein, qui dit, à la lumière de tout ça, et ils ont probablement d'autres données, que le dépistage systématique chez une femme enceinte exposée ne peut être recommandé en l'état actuel des connaissances, parce qu'on est trop dans le flou, on risque de générer des angoisses qui ne sont pas légitimes, et le suivi de certaines femmes, et aussi l'impossibilité de réellement pouvoir interpréter ces sérologies, de pouvoir donner un avis sur l'utilité à traiter. Alors à côté de ça, on manque de preuves. Il y a des chercheurs qui peuvent croire qu'il faut dépister. Il y a un comité de santé publique qui dit qu'on ne peut pas le recommander sur des bases rationnelles. Et puis il y a aussi des experts. Ici, vous avez ce travail de synthèse qui a été fait par une équipe en Israël et qui propose, mais là, ce sont des avis d'experts, de dépister. Alors, je ne connais pas la séroprévalence de la fièvre Q dans cette région, au Proche-Orient, de dépister à la fin du premier trimestre de grossesse, et en fonction des résultats de la sérologie, traiter ou ne pas traiter, et traiter transitoirement et retester pour voir quel est le profil sérologique, en se donnant la possibilité soit de poursuivre, soit d'arrêter l'antibiothérapie, ou chez les femmes qui ont un profil de fièvre Q persistante d'emblée, de prescrire un traitement antibiotique pendant toute la durée de la grossesse. Mais là, encore une fois, c'est un avis d'expert. Il n'y a aucune étude comparative qui permet de démontrer que cette attitude est meilleure qu'une autre. Alors, pour finir cet exposé, la question des accouchements et de la prévention du cas secondaire, oui, ça c'était un petit clin d'œil au fait que le gynécologue, les accoucheurs là, du cas clinique initial ont fait une fièvre Q, une pneumopathie de la fièvre Q, où il y a eu un cas de fièvre Q, de pneumopathie de la fièvre Q après exposition au moment de l'accouchement. Alors, si on s'estime en médecine humaine en situation d'exposition de ce type, eh ben on va appliquer les précautions R. Et donc pour ça, on a les fameux masques FFP2. Et puis, il y a des possibilités de prescrire de la chimioprophylaxie. À un moment où il y avait eu des études sur la coxielle comme agent potentiel de bioterrorisme, il y avait des papiers qui étaient sortis pour dire qu'on pouvait éventuellement défendre la prescription sous réserve que ça ne soit pas contre-indiqué en chimioprophylaxie de doxycycline 200 mg par jour pendant 5 jours chez quelqu'un qui aurait été massivement exposé à l'agent de la fièvre Q. Et en alternative, le cotrimoxazole. Pour ce qui est de la prévention,
eh bien, c'est quand même très flou, hein, puisque le Haut Comité de santé publique va dire que pour les femmes enceintes, on va éviter les pratiques les plus à risque dans les exploitations dans lesquelles il y a des animaux excréteurs. Hein, on en a parlé lors des précédentes présentations. Et puis, il y a un vaccin humain qui n'existe qu'en Australie. C'est un vaccin qui, c'est à partir de germes entiers, hein, qui est probablement une approche vaccinale assez similaire de l'ancien vaccin de la coqueluche, qui était un vaccin à germes entiers, versus le vaccin actuel qui est acellulaire. Vaccin à germes entiers qui était plus immunogène, mais plus mal toléré aussi que le vaccin acellulaire actuel. Et alors, il n'existe qu'en Australie, que vous savez qui est le berceau géographique de la description de la fièvre Q. Et en fait, il est une des raisons pour lesquelles il n'a pas plus de succès que ça, c'est qu'il y a des manifestations d'hypersensibilité, donc sa tolérance clinique est pas si bonne que ça en comparaison d'autres et de la plupart des vaccins dont on dispose actuellement en médecine humaine. Voilà, donc en conclusion, ma lecture et mon interprétation de la littérature, hein, c'est que, évidemment, les fièvres Q symptomatiques pendant la grossesse peuvent se compliquer d'issues défavorables de grossesse et doivent être traitées plus longtemps que les fièvres Q habituelles. C'est ce qui est recommandé et on a envie de le faire quand on regarde les données de la littérature. La grossesse est un état physiologique qui semble favoriser les fièvres persistantes quand une fièvre Q survient à ce moment-là, ou chez une femme qui avait préalablement la fièvre Q, on peut imaginer que le fait de débuter une grossesse favorise le démarrage d'une forme persistante. L'interprétation d'une sérologie positive chez une femme enceinte asymptomatique, eh ben, ça demeure une énigme. On n'a que des recommandations d'experts. Et puis, il n'y a donc pas d'argument formel pour dépister la fièvre Q pendant la grossesse. Et je dirais actuellement, la seule indication formelle de sérologie de la fièvre Q pendant la grossesse, ça serait une suspicion de fièvre Q symptomatique chez la mère. Je ne sais pas ce qu'en pense Simon. Et puis, les modalités de la prévention de la fièvre Q, en l'absence d'un vaccin efficace, demeurent très floues. Voilà ce que j'avais à faire passer comme message à partir des données de la littérature telles que je les ai lues et interprétées. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant pour nous, hein, vétérinaires, d'avoir cette approche. Au niveau des questions. En tout cas, on peut voir ces questions dans le chat. C'était de savoir si vous aviez observé des cas liés à des visites de zoo ou de fermes pédagogiques. Il faudrait, non, je ne l'ai pas vu. Dans ce que j'ai lu, je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas tout lu. Donc, je peux revenir vers vous ultérieurement et jeter un coup d'œil dans la littérature à ce sujet, hein, sur l'exposition humaine dans ce type d'activité. Théoriquement, c'est tout à fait plausible. Oui, on s'écarte un peu du coup dans votre cas des cas de grossesse, mais en tout cas, une des dernières épidémies qui était bien renseignée, qui était Florac, a priori, c'était bien la visite d'une ferme de ce type-là, je crois, qui avait été identifiée. Ça pourrait être ajouté dans l'article pour la revue. Didier Boussari. Oui, est-ce que vous utilisez pour soigner vos patients l'association eufloxacine hydroxychloroquine? Bon, je sais que l'hydroxychloroquine a mauvaise presse en ce moment, mais où est-ce que vous avez déjà utilisé ça? En fait, moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir utilisé. J'ai le souvenir de cycline hydroxychloroquine. Oui. Ça, oui. Avec d'ailleurs un suivi thérapeutique pharmacologique. C'est-à-dire ce sont des prescriptions pour certaines fièvres Q qui sont... bon, ça dépend. Hein, il y a des patients qui sont en impasse thérapeutique aussi, qui doivent carrément être traités au long cours. Surtout, par exemple, sur des histoires de fièvre Q chronique sur du matériel vasculaire. À ce moment-là, donc, on peut être amené effectivement à traiter quasiment au long cours et on doit monitorer les dosages plasmatiques d'hydroxychloroquine et de cycline. Alors, le concept
de l'hydroxychloroquine, c'est celle des modifications de pH dans les lysosomes intracellulaires qui favorisent la bactéricidie et qui agissent en synergie. Il agit en synergie avec les cyclines pour traiter cette infection. Oui, Jeanne Bougère, là, j'avais une question à poser. Parce que je m'étais beaucoup intéressée à la fièvre Q il y a déjà un moment pour les maladies émergentes du temps de Rodolakis et de Tissot-Dupont. Et j'avais remarqué que Tissot-Dupont observait des fièvres Q dans 4,5% des cas, c'était des visites de ferme pédagogiques. Or, des visites de ferme pédagogiques, c'est souvent avec les mamans et les mamans peuvent être enceintes. Avez-vous eu des cas comme ça de femmes contaminées parce qu'elles avaient eu ce contact lors de visites de ferme ou peut-être maintenant de zoos, puisque maintenant on met des mini-fermes dans les zoos? Moi non, mais encore une fois, il me semble que le topo de Simon est beaucoup plus axé sur les déterminants de l'exposition humaine. Donc je pense que sur ce point-là de la question, il a une vision beaucoup plus fiable que la mienne. Oui, il y a eu des cas décrits de transmission sur des fermes pédagogiques. Alors, vous dire s'il y a eu des cas chez des femmes enceintes à cette occasion, je ne pourrais pas, mais en tout cas, il y a eu des cas décrits, oui. Oui, c'est connu, oui, oui. Merci beaucoup. Alors, une question concrètement, que peut-on conseiller, doit-on déconseiller à une femme vétérinaire enceinte de continuer à exercer en ferme? Si on lit, ça peut être une manière d'interpréter ce qui est écrit par le Haut Comité de santé publique, puisqu'on dit, voilà, les femmes enceintes, elles ont intérêt à s'éloigner des troupeaux. Voilà. Après, voilà, ça reste quelque chose de très flou, mais théoriquement, oui, on aurait envie de dire, si elle veut absolument réduire son risque, sans l'annuler, parce qu'il y a tous les impondérables liés à la transmission aéroportée. Et puis, Simon va peut-être nous en parler de ça. Hein. On n'observe pas forcément des cas de fièvre Q chez des gens qui vivent au contact direct des animaux, loin de là. Oui, si on veut vraiment réduire le risque, oui, mais après, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur ce qu'elle doit faire donc ça, ce sont des décisions qui doivent être prises au cas par cas. Hein. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire une sérologie. Hein. Oui. Elle se fait une sérologie. Si elle a une sérologie positive, c'est une maladie immunisante chez l'homme, la fièvre Q. Il y a des taux de séroprévalence très très élevés chez les vétérinaires, notamment dans les zones où la coxielle circule en élevage. Donc une vétérinaire enceinte qui aurait une sérologie positive, ça poserait pas de problème. En revanche, une vétérinaire enceinte qui est séronégative, ce serait un peu plus délicat. Et en tout cas, j'en parlais l'autre jour avec une vétérinaire. Je n'irai pas sur des élevages où on sait que la coxielle est excrétée. Dans des élevages où on peut se poser la question, c'est compliqué parce que quand on travaille dans un cabinet de vétérinaire rural et où on est amené à aller sans cesse en élevage, ne plus s'y déplacer, c'est un peu compliqué au niveau de la pratique. Je rajouterais quand même que quand je faisais partie du GTV au vin, le vétérinaire de la Plaine de Crau disait « Moi, je refuse toute stagiaire femme enceinte pendant la période qui pouvait être dangereuse, effectivement, parce que c'est évident que là, il y avait un risque non négligeable parce que c'était une jeune stagiaire qui, a priori, était séronégative au départ. Hein. Donc, oui. Je crois que n'oublions pas l'article de Tissot-Dupont, Mistral en novembre, fièvre Q en décembre, à cause de la Plaine du Crau. Ça rejoint une autre question. Hein. Merci Simon pour cette précision parce que c'est valable aussi pour les éleveurs, les éleveuses hein, qui sont dans un élevage où on suspecte, on a diagnostiqué de la fièvre Q. Et c'est important que nous, on ait ces informations, nous vétérinaires, pour apporter du conseil. Et ça rejoint une question qu'il y avait sur le chat, la durée de séropositivité chez l'homme, chez l'être humain. C'est très variable en fait. Quand on fait du suivi sérologique de personnes qui ont fait des fièvres Q, on voit souvent ils gardent quand même une cicatrice sérologique et parfois ils gardent des titres et notamment d'IgG de phase 1 très 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 élevés sans pour autant être malades.
Donc, c'est variable d'un individu à l'autre. Mais on garde une trace sérologique très longtemps, en règle. Alors, si une sérologie est négative, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on est certain de ne pas l'avoir croisée, de ne pas avoir eu de contact dans le passé avec la coxiale? Ça, je ne pourrais pas le dire. Question, ou plutôt peut-être un commentaire de Didier Boussary relatif au réservoir sauvage supposé en Guyane, qui serait un rongeur un peu... C'est le cabiai, c'est pas le cabiai, c'est le cabiai qu'on appelle aussi le capybara, qui est le plus gros rongeur du monde puisqu'il pèse 50 kilos. C'est vrai qu'en Guyane, en tout cas, il y a le professeur Fauché nous l'avait dit avant, effectivement, une prévalence peut-être plus élevée. Et puis, alors, sans doute aussi des histoires de souches qui circulent, qui peuvent expliquer, en tout cas, peut-être la pathogénicité ou la virulence observée, peut-être un peu plus importante. La question est double, en fait. Est-ce qu'il existe une période plus à risque pendant la grossesse et quelles seraient les précautions que l'on pourrait prendre en tant que vétérinaire? Je pense que Jean-François Fauché sera mieux placé que moi pour répondre, parce qu'il est bien up-to-date. Le premier trimestre, c'est toujours compliqué, parce que c'est un peu la loi du tout ou rien. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai été frappé par le fait que quand tu as fait ton exposé, Simon, tu n'as pas cité donc, sur les données du CNR, en fait, la grossesse comme étant un facteur de risque d'infection persistante. Bah ouais, et alors que les Marseillais eux-mêmes ont produit des papiers dans ce sens. Ouais. Bah écoute, sur leur site, c'est pas ils le mentionnent pas, mais on va dire que la grossesse, elle est clairement mise de côté, je crois. En fait, quand ils parlent de la grossesse, c'est un autre chapitre presque. Moi, je sais pas là-dessus. Je reste dubitatif parce que on en a parlé tous les deux. Nous, on est quand même dans un département où il y a beaucoup de coccielles. On a des cas humains, on en a, on va dire, beaucoup. Je vois pas de femmes avec des complications, en tout cas de femmes enceintes avec des complications pour la maman de la fièvre Q. L'impact sur les grossesses de la fièvre Q, on ne la recherche pas systématiquement pendant les grossesses. Et c'est ce que tu disais, on ne la rechercherait que s'il y avait des symptômes, parce que quand on trouve une sérologie positive, qu'est-ce que ça veut dire? Si la femme l'a déjà croisée, qu'elle est guérie, c'est source d'angoisse. S'il se passe quelque chose, ça va soulever beaucoup de questions, alors qu'on ne pourra même pas dire s'il y a un lien de causalité. Donc voilà, en tout cas, on n'a pas, nous, de signal alarmant sur ça, mais on n'a pas non plus de protocole établi de suivi des grossesses. Oui, alors nous non plus, sauf qu'à Limoges, il y a cette originalité que j'ai découvert en arrivant à Limoges, c'est que les femmes qui ont des issues défavorables de grossesse ou qui ont il suffit qu'il y ait un retard de croissance intra-utérin ou une prématurité, et les gynécologues ont une sérologie de la fièvre Q qui est facile parce qu'il y avait eu un PHRC, enfin une étude clinique qui est assez ancienne, et ils ont gardé des habitudes liées à ce travail qui devait être temporaire. Et on se retrouve à devoir interpréter des sérologies positives chez des femmes pendant leur grossesse. C'est très compliqué. Et on a vraiment l'impression de bricoler parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire en réalité. Et vous avez vu des complications, du coup, pour les mamans, des cas? Le biais, c'est qu'on ne les teste que quand il y a un problème. Ah oui. Donc forcément, il y a un biais énorme. Ouais. Moi, je trouve que sur les infections persistantes focalisées, le problème, c'est que il y a beaucoup de cas d'endocardite par le CNR qui ont été posés sur un terrain à risque avec une sérologie fortement positive en IgG de phase 1. Et ça pose question, sans argument échographique, sans TEP scan, sans rien. C'est-à-dire qu'on enlève un critère majeur et on dit que des IgG de phase 1 élevés, ça vaut autant que des hémocultures positives à staph doré. À Coxiella burnetii, oui. Oui, mais bon, moi, je ne partage pas tout à fait cet avis-là.
Et si, parce que peut-être que les femmes enceintes, nous on voit, par exemple, les gens qui font des antiphospholipides à titre élevé, souvent ils ont une sérologie assez explosive aussi. Alors, il se passe quelque chose d'immunitaire avec la coxielle. Pendant la grossesse, on sait qu'il y a aussi une période de fragilité. Et est-ce qu'il y a une plus forte réactivité immunitaire et donc des titres d'IgG de phase 1 plus élevés? Voilà. Et donc, est-ce qu'on a créé des cas d'endocardite qui peut-être pas? C'est très délicat, je trouve. Au bout du compte, je ne sais pas si on a répondu à la question qui était posée au départ. Non. Dans le fil de la discussion. Sur la période la plus à risque, moi, j'ai pas de. S'il y a un risque. Moi non plus, ce que je sais, c'est que l'expert israélien là, dans le papier était quand même un papier très important. Il positionnait le dépistage, c'était à la fin du premier trimestre de la grossesse. Bah oui, mais je pense de toute façon, faire quelque chose au premier trimestre, on sait qu'il y a tellement de grossesses qui s'interrompent spontanément que c'est quand même compliqué. Hein. Peut-être continuer, je vois que dans le chat des discussions, on en a deux. Une qui devrait être, je pense, plus simple à répondre, c'est quid de la transmission alimentaire à l'homme? Je crois qu'il y a eu un cas ou deux très anecdotiques de rapporter, mais sinon on considère qu'il n'y a pas de transmission alimentaire à l'homme. Et une question concernant la dose infectante. On considère qu'une bactérie est infectante pour l'homme. Merci. Mais on va s'arrêter pour cette présentation. Merci beaucoup, Jean-François Fauché.